Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'Algérienne, italienne et française Gabriela Belaïd. Bonjour Gabriela. Bonjour Jocelyne. Ravie de vous accueillir ici. Vous êtes aujourd'hui directrice cybersécurité chez Tenexa, un hébergeur cloud français. Et surtout, vous êtes, parce que c'est ce qui nous intéresse ici à Femmes engagées, vous êtes la présidente de Centrale Supélec au féminin et du cercle Olympe de Gouges que vous avez fondé. Je vous laisse la parole et puis vous vous présentez plus en détail que ce que je l'ai fait. Merci Jocelyne. Alors, je suis Gabriela Belaïd. Je suis experte en transformation numérique, en cybersécurité et en intelligence artificielle inclusive. J'ai aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience, dont 15 ans dans le secteur public où j'ai dirigé de nombreux projets IT stratégiques qui sont liés à la modernisation des services publics via les systèmes d'information. J'ai par exemple participé à la création de tous les systèmes d'information dédiés à l'hébergement d'urgence, le 115, et à la mise à l'abri des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, j'ai basculé de l'autre côté, dans le privé, où je travaille notamment en tant que directrice cybersécurité, et je travaille sur la sécurisation des hébergements et sur la particularité du cloud souverain aujourd'hui, qui est un sujet très intéressant et important dans le contexte mondial actuel. Alors, expliquez-nous un petit peu concrètement ce que ça veut dire, ça, parce que ça parle pas à tout le monde. Tous les systèmes d'information aujourd'hui doivent être hébergés. Donc souvent sur des prestataires privés. Donc c'est ce qu'on appelle le cloud, donc l'hébergement dans un nuage, ce qui permet à chacun d'avoir une certaine liberté d'hébergement de ses données. Mais aujourd'hui, dans le contexte mondial, on a besoin de protéger nos données, surtout dans le cas du RGPD, la politique européenne, mais aussi surtout lié au risque de cyberattaque, etc. Et dans ces cas-là, on fait appel à des fournisseurs d'hébergement. Et Tenexa est un de ces fournisseurs et il est plutôt spécialisé sur le cloud souverain, c'est-à-dire il a les capacités à héberger de façon sécurisée des données françaises ou européennes et qui protège des politiques du reste du monde. Très bien. Bon, c'est déjà beaucoup plus clair. Mais c'est technique, mais en même temps, c'est de la politique de sécurisation qui est très liée aux politiques européennes et aux politiques françaises, de se dire comment on protège les données aujourd'hui, en particulier les données personnelles des Français ou des Européens. Alors, racontez-nous un petit peu votre engagement personnel, parce que c'est vrai que c'est dans ce cadre que je vous ai invité à partager un moment avec nous. Vous êtes une femme engagée et je peux dire que vous êtes une femme à l'énergie débordante. Je crois que c'est ce qui vous qualifie le mieux. Ah oui, effectivement, parallèlement à mon travail, ma profession, je suis engagée dans la promotion de l'égalité et de la diversité dans le numérique, mais pas que. Je préside Centrale Supélec au féminin depuis plusieurs années et notre mission était de travailler à augmenter le nombre de femmes dans les métiers stratégiques comme le numérique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, mais aussi les métiers de l'industrie, l'armement, l'aérospatial, l'automobile et plein d'autres métiers qui sont très masculins, où les femmes sont absentes. Donc, Centrale Supélec au féminin existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et en parallèle, en fait, j'ai fondé le think tank et l'association Le Cercle Olympe de Gouges. Un think tank est une association qui réfléchit sur les questions d'égalité,
les questions de lutte contre les violences et la lutte contre le sexisme. Donc on a cet avantage d'avoir une association de réflexion et d'action qui permet de se dire aujourd'hui, l'état des lieux on l'a, c'est comment on agit pour transformer en fait cette société-là. Très bien, donc on l'a compris, votre principal sujet militant, c'est l'égalité femmes-hommes. Oui, moi c'est l'égalité, c'est-à-dire je suis militante de l'égalité et aujourd'hui toutes les actions sont menées dans ce sens-là, c'est-à-dire pour une juste égalité entre les hommes et les femmes et les hommes. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de la situation géopolitique, puisque vous avez 2 pieds mais 3 pays? C'est vrai, quand on a 3 pays comme ça, on a 3 regards différents. Et en même temps, c'est 3 pays qui vont sur des chemins complètement différents. On a l'Algérie aujourd'hui, c'est le paradoxe, où on a évidemment une crise politique entre la France et l'Algérie, et une escalade assez difficile à comprendre, mais qui reste politique. Moi, je m'intéresse plutôt aux questions des femmes, de la place des femmes dans la société algérienne, et essayer de construire des ponts aussi entre les femmes en France et les femmes en Algérie. Et ce pont-là est plutôt économique. C'est de travailler avec des femmes entrepreneurs en France et faire un pont avec des femmes qui entreprennent aussi en Algérie. C'est aussi un paradoxe. On a une problématique avec le nombre de femmes dans le numérique, dans la tech, dans l'ingénierie en France. Problème qui n'existe pas en Algérie, puisqu'on a quasiment 52% des femmes qui sont diplômées dans le secteur scientifique, industrie, ingénierie. L'entrepreneuriat est beaucoup plus facile pour elles qu'en France. Les femmes peuvent entreprendre facilement, peuvent avoir des emprunts facilement aussi. Donc il y a cette libéralisation qui existe de l'économie en Algérie. Et qui m'impressionne. Beaucoup de femmes qui étudient les sciences. Après, c'est un pays comme partout à 2 vitesses. Il y a une société qui a accès à l'éducation plus facilement que d'autres, mais ça, c'est un modèle classique dans tous les pays. Mais les femmes sont là, elles sont présentes. Donc, et maintenant, c'est ce pont-là qu'il faut construire avec elles. Et limite, peut-être se dire, est-ce que ce ne serait pas, elle, plutôt le modèle de nous dire comment on fait pour que 52% des filles, des femmes soient sur ces métiers-là. Investies dans ces métiers-là. Ces études-là. Absolument. Ce qui n'est pas le cas chez nous, puisqu'on n'atteint même pas 20% de filles en France dans ces études-là. Donc après, évidemment, moi je n'y vis pas en Algérie, mais je reviendrai après sur mon histoire. Donc je ne peux pas porter de jugement sur la politique au quotidien, le sexisme, les violences sexistes et sexuelles qui pourraient exister. Je ne les connais pas suffisamment. Quant à l'Italie, là c'est encore plus le paradoxe. C'est un pays démocratique dans lequel les femmes se sont mobilisées pendant la guerre et donc qui ont acquis leur indépendance. Et on a l'impression de retomber dans un chemin inverse dans lequel on a une Italie qui est en train d'interdire l'avortement, qui est en train de le limiter fortement. Une femme pourtant première ministre, mais qui est très sexiste et très misogyne. Et donc difficile à comprendre comment un pays comme l'Italie puisse basculer autant, alors qu'on est quand même dans une société qui est censée être matriarcale, où ce sont les femmes, les mères qui portent le pays. Donc moi, j'ai moins de relations avec l'Italie directement, mais plus sur des questions de politique globale européenne, où on s'était plutôt orienté sur les questions de l'avortement. Mais ça reste difficile comme situation. Moi personnellement, je me dis, je sais plus où ma tête est, parce qu'à chaque fois que je tourne d'un côté, il y a un problème. Et sur la France, moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup en France, puisque c'est ma formation initiale, c'est la tech. C'est-à-dire que les chiffres restent alarmants en France. Les femmes représentent, les chiffres, c'est moins de 20% des effectifs en numérique, en technique, en cybersécurité. Et si on va dans les futurs métiers, comme l'intelligence artificielle, on est à moins de 15%. Et les biais sexistes dans les algorithmes sont une réalité aujourd'hui. Les violences numériques sont une réalité en France, comme le cybersexisme et le cyberharcèlement est en train d'exploser aujourd'hui. Donc on a ces problématiques-là, pas assez de femmes en France dans la tech, mais en plus, la tech en fait, est un vecteur de ces violences, et de cette domination et de ce sexisme envers les femmes. Aussi, ce qui m'inquiète en France dans notre combat, c'est les questions d'égalité de salaire. Oui. Donc là, on en est loin. Et on plafonne, et on stagne. Voilà. Ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, si on ne fait rien pour arriver à une égalité de salaire à poste équivalent, études équivalentes, parce qu'on a bien joué sur ces mots-là pour expliquer que le salaire est différent. Il faudrait attendre plutôt pratiquement 20 000 l'année 2090 sans rien faire. Donc on sera plus. Et encore,
Ça, c'est si on avait une avancée linéaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. On voit bien qu'on fait des retours, en arrière, absolument. en arrière. Et ça, c'est inquiétant. C'est aussi sur les violences. Tout à l'heure, je regardais une image qui était diffusée. C'est très vulgaire, en fait. C'est une femme politique et elle portait une pancarte et on a modifié la pancarte. Et je ne le répéterai pas parce que c'est vraiment insultant, odieux. J'ai regardé les commentaires. Et les commentaires, alors, c'était encore plus odieux que ça. C'est-à-dire d'une femme politique qui est là, qui est élue, donc c'est une élue de la République, dans lequel on a des commentaires, mais odieux, indécents, insultants, humiliants, et libres sur les réseaux sociaux. Donc je me suis vraiment inquiétée en me disant, cette liberté-là de parole, le fait de pas d'absence de régulation, donc en fait tout le monde peut les lire, ce qui dit qu'en fait, vu que c'est là, c'est que c'est autorisé, donc les autres vont continuer à monter crescendo dans les insultes envers cette personne, et ça va devenir en fait comme une habitude. Et c'est tout âge en fait, c'est des réseaux sociaux qui sont ouverts à tous les âges. C'était en arrivant ici, je me suis dit mais comment on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on peut signaler? Qu'est-ce que fera un signalement? Et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui au quotidien, c'est cette banalisation de la violence, banalisation du sexisme, banalisation aussi, aujourd'hui on a le procès de Pardieu qui commence. Oui, et donc hier soir il y avait une émission, la banalisation aussi sur les actes d'un acteur, comment on l'excuse. Et il y a eu aussi la semaine dernière l'audition sur les violences dans le cinéma, où j'ai entendu un producteur de cinéma qui rendait responsables les femmes qui ont été violées en leur disant « mais depuis quand on va dans une chambre d'hôtel pour aller faire une audition ?» C'est ça qui est terrible, c'est qu'on renverse toujours et il a dit l'histoire. Voilà. Et il a dit ça lors d'une commission devant des députés, puisque c'était une commission de l'Assemblée nationale. Très librement. Il a sorti ça très librement, très fier de lui, en comme rigolant. Si c'était naturel. Voilà. Si elle y va, c'est qu'elle cherchait quelque chose. Donc voilà l'environnement qui m'inquiète sur ces trois pays-là. D'accord. Et puis sur l'usage, donc, effectivement, de la tech et des moyens que donne la tech pour renforcer, au lieu de lutter contre ces stéréotypes et ces déferlements parfois haineux. C'est les deux. En fait, la tech va accroître cette possibilité, mais la tech peut aussi les limiter. C'est-à-dire que c'est l'usage qu'on veut bien en faire et c'est la régulation qu'on en fait. La technologie, les nouvelles technologies, c'est un outil à notre disposition. Donc si c'est un outil à notre disposition, c'est à nous de le manipuler, cet outil. Donc si on ne fait rien, elle laissera tout faire, tout dire. Si à un moment donné, on régule, on réagit, évidemment, ça sera comme toute chose. La tech sera bénéfique. Donc c'est la double face en fait des nouvelles technologies. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que notre avenir, il est technologique aujourd'hui. Tout se passe avec la technologie. Même les guerres, elles sont technologiques et numériques aujourd'hui, elles sont plus sur le terrain. Les gens meurent pour de vrai sur le terrain, en revanche. Oui, mais c'est vrai que y a mais les drones, parlons par exemple des drones. Ils meurent sur le terrain, certes, mais ceux qui viennent les bombarder aujourd'hui, c'est des drones. Oui, c'est des drones qui sont de la technologie, guidés par des intelligences artificielles, et quelqu'un qui tire peut-être à un moment donné. Est-ce qu'il a conscience qu'en tirant, il va tuer concrètement Voilà, on a déplacé en fait l'action. Et aujourd'hui, dans ces secteurs-là, il est essentiel que les femmes aient leur place pour éviter que ces inégalités du monde réel se soient renforcées par le numérique et pour le numérique. Donc ça, c'est important qu'aujourd'hui, un des combats, et c'est vraiment un combat, c'est-à-dire qu'il faut y aller en disant, les femmes, vous devez être au cœur des conceptions technologiques. Absolument. Parce qu'elles sont conçues par des hommes aujourd'hui, donc elles reproduisent des biais. Et les intelligences artificielles, par exemple, ne reproduisent que ce qu'on lui dit. Bien donc sûr. si c'est un homme qui lui dit, en fait, elle va juste reproduire. C'est pas l'intelligence artificielle qui va créer du sexisme. Non. En fait, elle va répéter ce qu'on lui fait avaler. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la techno. Est-ce que les hommes aujourd'hui sont des alliés pour nous ? Oui, puisque je vous avais posé la question de savoir si vous étiez une féministe. En fait, c'est un peu schizophrénique concernant les hommes, parce que ce sont des alliés. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas contre eux qu'on aura l'égalité, c'est avec eux. Et il y en a beaucoup qui sont très mobilisés, qui ont conscience du problème quand on leur en parle. Mais au quotidien, ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils reproduisent en fait de l'inégalité, des biais sexistes. Et donc, je vais donner un exemple concret. On parlait tout à l'heure des salaires, l'inégalité de salaire. Donc, je discute avec un chef d'entreprise de la cybersécurité.
Il m'a demandé pourquoi j'étais engagée dans des questions de femmes, d'égalité et de féminisme. Et je lui ai donc parlé les inégalités de salaire, surtout dans ce secteur-là. Et il me dit, oui, vous avez raison. Il m'a dit, moi, en tant que père de 3 filles, évidemment que ça me scandalise que mes filles gagnent moins que les collègues masculins. Et il m'a dit, mais en tant que chef d'entreprise, quand je recrute quelqu'un ou que je dois donner une prime, etc., je trouve ça pas juste que les femmes gagnent plus parce qu'elles s'arrêtent dans leur vie, elles ne travaillent pas autant que les hommes. Oh, d'accord. Voilà, donc moi, imaginez ma sidération quand j'entends ça. Et après, il m'a dit, mais bon, moi j'ai réglé le problème, je recrute plus de femmes. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire une femme qui travaille moins ? Il me dit, mais parce qu'elle s'est arrêtée dans sa carrière pour avoir des enfants, par exemple. Et elle rentre... Pour les élever, etc. Elle part à 17h le soir. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous avez des hommes qui partent à 17h. Je fais, mais eux, vous dites pas qu'ils partent pour aller chercher leurs enfants. Vous dites qu'ils vont aller faire un foot, etc. Mais eux aussi vont chercher leurs enfants. Et le matin, eux aussi déposent leurs enfants. Je fais, quant à la grossesse, je dis, elle s'arrête pour avoir des enfants. Mais pour autant, est-ce qu'une femme est moins compétente parce qu'elle aura travaillé 6 ou 7 mois de moins qu'un homme? Je fais donc pour vous, la compétence est liée à la durée, le nombre d'heures passées au travail. Et bon, un autre pareil, il me dit oui, moi j'ai recruté des femmes et j'ai réglé le problème, je les ai mis dans un bureau isolé et j'ai dit à tout le monde, on leur serre pas la main, pas de bise, etc. Et en fait, quel rapport? C'était pour éviter tout problème de violence sexiste ou sexuelle. Il les a isolés. Donc moi, je lui explique, je lui fais écouter, je pense que... C'est dingue. Je vais que vous n'avez pas compris le problème, c'est pas d'être traité différemment, mais c'est d'être traité comme tout le monde. Et c'est à égalité. Voilà. Donc les hommes, c'est des alliés de toute façon. La question, c'est qu'au quotidien, ils ne se rendent pas compte comment être des alliés. Mais ils le sont forcément, parce qu'ils veulent recruter des femmes, et ils vont vous dire, moi je veux recruter de la compétence, mais je leur dis, allez quand même chercher des femmes, elles sont compétentes, faites des efforts sur ça, parce que les hommes vont toujours être les premiers à postuler, ils vont être les premiers à se mettre en avant. Donc, il faut aller quand même chercher pour que les hommes soient plus actifs, en tout cas, sur ces questions-là. Ok, merci. Alors, nous passons cette fois à votre vie plus personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse ? Alors, je suis née déjà en Algérie. Une particularité, donc j'ai une mère italienne, un père algérien et un pied à Paris. Ma mère a une double nationalité, italienne et française. Et donc j'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 10 ans. Mon père était chef d'état-major de l'armée de l'air. Et donc c'est vrai que j'ai vécu un peu comme une petite princesse, entourée d'animaux. Donc moi je suis une passionnée d'animaux. J'avais un singe quand j'étais petite. Et voilà, j'ai grandi dans un cocon un peu privilégié et en même temps... avec une culture, une école internationale, avec un père qui était militaire, qui était pilote de chasse, qui parlait russe, qui partait souvent en Russie. Une mère italienne, militante et syndicaliste en Algérie. Donc c'était aussi un monde un petit peu à part. Oui, et la guerre est arrivée. La guerre civile est arrivée en Algérie, assez violente, assez dangereuse. Vous voulez parler des années 1990. C'est ça, en fait. La décennie noire. La décennie noire. Et c'était très dangereux pour ma mère parce qu'il s'attaquait surtout aux étrangers, étrangères. Bon, ma mère était blonde, donc on ne pouvait pas la rater. Donc, mon père était militaire. Donc en fait, on cumulait tout ce qui était dangereux. Risque. J'étais dans une école française à cette époque-là et en fait, ils nous ont rapatriés en la France en nous disant qu'ils n'étaient pas en mesure de nous protéger en Algérie. De garantir votre sécurité. Et voilà. Et c'était, on a été invités à prendre l'avion et je me rappelle très bien de ce jour-là. C'était faites le minimum de bagages. L'avion part à minuit ou 2h du matin, je ne sais plus. C'était le dernier avion pour Paris, on va dire de rapatriés français. Et ma mère, ma sœur et moi, on est partis dans l'avion. On a laissé mon père et mon frère qui venait juste d'avoir 18 ans. Et bon, avec l'Algérie, le service militaire, mon père, il voulait que mon frère ne soit pas enrôlé. La guerre était là. Et donc, on est partis comme ça. Et c'est comme ça que j'ai atterri en France, dans un centre de rapatriés où j'ai vécu en famille, dans un morceau de la famille, et je suis arrivée en France comme ça. Bon, je connaissais la France parce que je venais en vacances, j'avais de la famille aussi en France, mais là c'était le débarquement en France et un changement de vie complet parce qu'on arrive dans un centre de rapatriés. Très rapidement, au bout de quelques mois,
On a eu un appartement dans une cité. Donc après, on va dire ma deuxième vie, c'est la cité. Oui, Donc, d'accord. une cité de banlieue. Les banlieues comme on les imagine aujourd'hui. Hein. Oui. On dit on est une fille de quartier, c'est ça. C'est les cités HLM en banlieue, à côté de Versailles. On dit Versailles, mais c'était plutôt, on va dire, côté Trappes, Guyancourt, etc. Où on grandit avec beaucoup d'inégalités. Le collège, j'étais bonne élève, donc ça cassait un peu les codes. Mais il y avait beaucoup de clichés, hein, donc j'ai grandi quand même comme ça. On n'était pas malheureux parce qu'on était content d'être vivants. Mon père et mon frère nous ont rejoints très rapidement. Et en fait, je pense qu'on a été surtout contents d'être vivants pendant très longtemps. Parce que tous ceux qui étaient autour de nous, nos amis d'enfance, des amis, ont plutôt été massacrés que tués. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts paisiblement, paisiblement dans une mort naturelle. Donc c'était des massacres ultra violents. Et après, quand j'ai fait mes études... Faut pas se cacher, hein, les discriminations, elles sont là, elles étaient là. Et elles sont toujours là aujourd'hui. Elles sont toujours là, effectivement. On le voit en France aujourd'hui plus que jamais. De toute façon, dès qu'il y a une crise, il y a effectivement une exacerbation du rejet de l'autre. Et c'est vrai que en France, parce que c'est une histoire particulière avec l'Algérie, les Algériens et les Algériennes ne sont pas ménagés dans ces cas-là. C'est ça. Je vais vous donner quelques petits exemples concrets. J'arrive au lycée. Ma sœur et moi, on était les deux seuls, on va dire, de la cité, à être arrivés au lycée, nouveau lycée qui venait d'être construit, etc., avec une directrice qui elle-même était une pied noire d'Algérie. Et donc, encore plus difficile pour elle de voir deux franco-algériennes qui sont dans son lycée. On était les deux seuls. Hein. Mais ayant grandi avec une mère franco-italienne, je me suis jamais sentie différente des autres. C'est-à-dire que c'est le regard des autres qui nous rendait différents, mais moi, j'étais autant française, algérienne qu'italienne, et en France, j'étais française, en Algérie, algérienne, en Italie, italienne. Et j'étais bonne élève, en fait, j'ai payé d'être bonne élève, et c'était comment casser pour pas que je reste au lycée, de m'envoyer sur des filières professionnelles, et de m'envoyer vers les Trappes. En gros, on me disait, si tu veux faire des études, va vers Trappes, etc. Mais ici, on ne garde pas. C'était de me convoquer et dire, par exemple, en conseil de classe, sa langue maternelle, ce n'est pas le français, donc c'est normal qu'elle soit pas bonne. Alors, j'étais bonne en français, j'étais la meilleure moyenne en français. Et en fait, il a fallu que mes parents viennent un jour, un peu cassent la porte de la directrice en leur disant, ma mère lui a dit, c'est moi la langue maternelle, parce que algérienne, elle dit, écoutez, je connais pas l'arabe. Mon père, lui, n'a jamais parlé un mot d'arabe, c'était un kabyle, mais en plus, pilote de chasse qui parlait 4 langues. Et donc, il a fallu justifier que c'est elle qui faisait la discrimination. Mais après, moi, je l'ai intégré. Et donc, j'ai continué mes études, mais pas là-bas. Et après, en fait, comme partout, je me suis toujours sentie pas à ma place. En me disant, tu fais des études, mais on te fera toujours remarquer, non, mais toi, t'es de la cité. En fait, tout était discriminant. J'étais une femme, je venais de la cité. Ou vous êtes pas de la bonne origine, ou vous n'êtes pas du bon quartier, voilà. Ou vous êtes, pas du bon. En fait, je cumule. C'est ça les discriminations raciales et sociologiques. C'est exactement donc, c'était ça. Où j'allais, c'était mon problème, c'était soit mon sexe, soit mon origine, soit mon quartier. Et c'était constant. Donc moi, après, j'ai fait des études. J'ai fait sciences politiques. J'ai fait histoire, sciences politiques. J'ai voulu m'engager dans l'armée. Après ça, j'ai continué dans le numérique et j'ai fait Centrale Supélec en reconversion professionnelle à l'âge de 28 ans. J'ai fait 2 ans et demi à l'école centrale pour devenir ingénieur sur les systèmes d'information. Et tout ça, toujours avec ce syndrome de l'imposteur, en me disant, je suis pas à ma place. À chaque fois, de toute façon, on me regarde avec un œil un peu bizarre en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là, en fait Est-ce que c'est elle qui répond au téléphone quand on appelle Est-ce que c'est la secrétaire Est-ce que c'est la responsable Bien sûr. Et voilà. Donc ça, c'est un peu mon éducation, c'est un peu comment j'ai vécu. Et en fait, je pense qu'on le porte toujours, cette valise sur son mais dos. ça, c'est intéressant que vous nous racontiez cette enfance un peu privilégiée en Algérie, puis cette adolescence, au contraire, pas du tout... difficile. Plus difficile. Mon père n'a jamais pu travailler en France. Il était chef d'état-major, pilote de chasse. En France, il n'allait pas trouver de travail. Ma mère, ça a été plus facile. Mais voilà, on vivait en HLM, on était pauvres, quoi. Faut dire les mots. Et j'ai pas pu faire les études que je voulais pour des questions économiques aussi. Je pouvais pas aller en classe prépa, passer des concours, aller en école. Cher, c'était beaucoup trop cher. C'était inaccessible. Et j'y suis allée, j'ai économisé. C'était quand j'ai eu l'argent que j'ai repris des études à 28 ans. J'ai déménagé, j'ai changé de quartier. J'ai quitté la cité pour habiter Paris. Et c'était aussi pour moi un petit peu une revanche en me disant,
Est-ce que ma vie va changer en allant à Paris ? Oui. Ça change, mais d'un autre côté, je suis toujours collée à ma cité parce que j'y vais tous les week-ends. Oui, bien sûr. J'ai pas de problème. Et du coup, votre vie aujourd'hui ? J'habite Paris. Oui. Donc, ma vie aujourd'hui, c'est entre mes engagements forts, militants, militants de l'égalité, militante de l'égalité, c'est important de le dire. Féministe, oui, je reviendrai sur ce mot-là, je le revendique fortement. Oui, je suis super active, donc mais ce que j'aime faire quand je fais pas autre chose, c'est rien faire. Ah oui, j'adore. C'est un luxe. J'ai un cerveau qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7, c'est très difficile, donc c'est vrai que ne rien faire, c'est difficile. Voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ça, quand j'arrive à ne rien faire, c'est même si ça dure une demi-heure, et je suis contente de pouvoir le faire. Très bien. Merci beaucoup, chère Gabriella. En sorte de conclusion, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de reprendre le petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Question-réponse courte. Parfait. Quel est le principal trait de votre caractère ? Le dynamisme. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme ? La bienveillance. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? L'écoute. Votre principal défaut ? L'impatience. Votre principale qualité ? La réflexion. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? De finir sa journée et de ne pas être stressé. Quel serait votre plus grand malheur ? J'ai déjà vécu la perte de mon père, ça serait la perte de ma mère. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si vous aviez une baguette magique ? J'hésiterais entre vétérinaire et médecin humanitaire. Le pays où vous désireriez vivre, c'est pas facile quand on a 3 pays. Alors, c'est aucun des 3. D'accord. Si j'avais le choix, j'aimerais aller... alors, si c'est la France, j'adorerais vivre aux Antilles. D'accord. La couleur que vous préférez ? Le bleu. La fleur que vous aimez ? La pivoine. Votre animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner, par exemple ? L'éléphant. Pourquoi l'éléphant ? Je ne sais pas, j'ai une passion depuis toute petite, j'ai même collectionné les éléphants. D'accord. Je pense que j'ai dû en avoir un moment 200. En fait, c'est cette force tranquille, oui. et je les trouve impressionnants, de sagesse. C'est vrai. Voilà. Vos auteurs et autrices, vos artistes préférés ? J'adore Botero. D'accord. Les sculptures de Botero, ce côté énorme, gigantesque, j'adore. Ça va avec les éléphants ? Ouais, exactement. Vos héros et vos héroïnes dans la vie réelle ? C'est Simone Veil. Pour moi, ça reste l'icône française. Et mondialement, moi, je dirais Nelson Mandela. Aujourd'hui, il n'y a pas... personne ne peut lui arriver à la cheville. Votre cuisine et votre plat favori ? Je crois que j'aime beaucoup le couscous, en fait. Mais le couscous sans merguez et tout ça, c'est pas... Oui, le vrai couscous. Le vrai couscous, hein. On est d'accord. Votre mot favori ? Paix. La paix, oui. Ce que vous détestez par-dessus tout ? L'agressivité. Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé ? Gisèle Halimi, évidemment, mais aujourd'hui, une personnalité politique qui pourrait m'inspirer, c'est peut-être tout le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on n'a plus de références politiques ou de personnes dans lesquelles on peut se reconnaître dans le combat. Mais alors, son nom m'échappe. Maria Cortez, j'ai oublié son nom. C'est une jeune femme élue qui est sud-américaine. Ah oui, bien sûr, oui. Qui était donc serveuse dans un bar, qui aujourd'hui est élue américaine. Et voilà, qui a ce discours, cette franchise, qui pour moi est une référence quand elle porte un discours, qui est une référence sur l'égalité, sur le féminisme. Mais on ne l'entend pas suffisamment. En tout cas, on ne l'entend plus suffisamment. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société ? Sur le droit des femmes, oui, mais encore une fois, on va dire que c'est trop centré sur le droit des femmes. Tout ce qui est congé payé, je dirais qu'on va revenir sur ça. C'est quand même la société aujourd'hui, c'est celui de pouvoir se reposer. Et j'espère qu'il y aura encore des réformes sur le bien-être au travail. Là, on bascule un peu à l'envers avec la retraite. Ouais, j'espère en tout cas qu'il y aura une réforme sur cette réforme-là. Très bien. Comment est-ce que vous aimeriez mourir ? Non malade, en dormant. En dormant, oui.
Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Oui, alors j'espère que je vais pouvoir le répéter. C'est toujours, je dis, l'urgent a été fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, laissez-moi 24 heures. Et enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ? C'est peut-être me parler de mon père. J'ai eu la chance d'avoir un père féministe. C'est quand même exceptionnel d'avoir... Mon père a eu 2 filles et il nous a jamais fait de différence. Et il a épousé une Italienne, enfin une étrangère en Algérie. C'est quand même... c'est des engagements, tout ça. Et ma mère, c'est une Italienne, quoi. C'est-à-dire que il faut la supporter au quotidien. Dans une société algérienne comme ça, où en fait c'est une femme qui vient et qui commande, il a été le pilier de la famille aussi, et il nous a appris à avoir peur de rien. Il nous a sauvé la vie quand il a fallu partir pour quitter l'Algérie. Ma mère avait peur. Elle s'est dit non, limite elle a dit je préfère mourir. On ne sait pas quand on arrive dans un pays où on n'a pas vécu. Et mon père il a dit tu pars, tu prends les filles, tu pars. Et moi je dis toujours, il a quand même... il nous a sauvé la vie en acceptant de rester en Algérie, parce que lui ne pouvait pas partir, il y avait mon frère. Et il a dit, je reste avec le garçon. Il nous a sauvé la vie, parce que nous, on aurait été tués très rapidement. Mais ma mère était italienne, nous, on était les filles de l'italienne. Ça aurait été ça aurait été très rapide. Donc voilà, c'est surtout toutes ces valeurs-là, on l'a... Et voilà, c'est plutôt de parler de ce qui nous construit aussi. Hein. Il y a des hommes... Bien plus sûr. que féministe. Mon père est né en 36, donc c'était un vieux papa que j'avais, et qui était complètement féministe. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de... Il travaillait dans l'armée, il était très entouré de femmes en Algérie, et pas des femmes secrétaires. C'est-à-dire qu'il avait des femmes militaires dans son équipe, ça ne lui posait pas de problème. Merci infiniment pour cet entretien. Merci Jocelyne. Continuez à être aussi énergique et dynamique, et surtout à garder votre magnifique sourire, parce que ça aussi, c'est des ondes positives qui passent et on en a bien besoin en ce moment. Merci Gabriella. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.